Tencent, généralement quand on dit technologie et Chine, on pense directement à Alibaba, avec donc les services du cloud et de l'e-commerce. Mais raté, aujourd'hui, analyse de Tencent, qui est d'ailleurs 2 fois plus grosse en termes de capitalisation boursière que Alibaba, à la date de cette vidéo. On va voir que cette entreprise a de nombreuses activités, telles que les réseaux sociaux, la messagerie, les services financiers et le plus important, les jeux vidéo. Mon analyse sera basée principalement sur les rapports annuels, en particulier celui de 2022, les conf calls et également donc, tous les documents disponibles sur le site internet de l'entreprise pour les investisseurs. Et avant de commencer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et je ne suis pas rémunéré par Tencent pour la faire, même si j'aimerais bien, je pense que je gagnerais beaucoup d'argent. Et ceux qui sont là pour une analyse fast-food, vous pouvez directement quitter la vidéo car elle s'annonce riche et dense en informations. 1998, c'est la date de création de l'entreprise et seulement un an plus tard, elle va lancer sa première application majeure avec QQ, qui était à l'époque une application de messagerie instantanée qui va connaître donc un grand succès car c'était une révolution à l'époque. Seulement 6 ans plus tard, donc en 2004, elle va s'introduire en bourse à la bourse de Hong Kong. Et en 2011, elle va lancer sa deuxième application la plus connue avec WeChat, qui est une application de multiservice du groupe. Et de 2010 à 2020, elle va se concentrer donc sur son expansion à l'international et donc à développer ses activités dans le jeu vidéo avec de nombreux investissements dans des studios tels que Riot Games, Supercell ou Epic Games. Quel est le business model de Tencent? Donc on voit sur ce graphique les différentes applications du groupe. On voit qu'elles se situent donc dans des activités complètement différentes, par exemple avec le service de paiement, avec Weixin Pay, tout ce qui est shopping, aussi de la lecture, avec des applications de l'équivalent d'Audible, mais en Chine, tout ce qui est aussi podcast et musique, donc avec l'équivalent de Spotify, mais en Chine également, des jeux vidéo, tout ce qui est streaming et vidéo, aussi dans la santé, et également donc, dans le service aux entreprises, avec l'équivalent de Google Doc ou de Zoom, mais pour les entreprises chinoises en particulier. Ce qu'il faut comprendre avec Tencent et la partie application, c'est qu'ils en ont deux grosses, avec QQ, donc, qui est seulement disponible sur le territoire chinois, qui est surtout donc destinée aux jeunes et aux étudiants, et dans laquelle on va retrouver donc surtout des réseaux sociaux, des jeux en ligne donc pour les jeunes, et des services de messagerie. Ensuite, on a Weixin, désolé pour ceux qui parlent chinois, je dois sûrement mal le prononcer, mais donc qui est destiné à un public plus large et dans lequel on va retrouver donc plus d'applications différentes. Et ce qui est intéressant, donc, c'est la synergie entre ces deux applications qui va avoir lieu. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on peut tout faire avec ces applications en Chine, donc que ce soit commander un taxi, commander Uber, donc c'est pas Uber là-bas, mais on peut le faire donc avec Weixin, ou donc payer directement avec son téléphone. Et ce qui est noté, c'est que ce qu'on appelle WeChat, l'application WeChat, c'est le dérivé de Weixin, mais destiné au marché donc mondial, et on trouve beaucoup moins de fonctionnalités que l'application disponible en Chine. Si on regroupe les différentes applications donc par secteur d'activité, on voit que Tencent a des activités donc en lien avec le cloud, dans la fintech, donc avec tout ce qui est service de paiement. Donc quand c'est écrit MAU, c'est Month Average Users, donc c'est le nombre d'utilisateurs actifs par mois, et DAU, donc c'est daily, donc par jour. Et on voit que généralement ils sont numéro 1 très régulièrement sur toutes leurs applications, voire numéro 2 en Chine. Ensuite, on a tout ce qui est communication et réseaux sociaux, jeux vidéo, publicité aussi, qui est une part importante du groupe comme on va le voir. Et une activité qu'on connaît un peu moins, c'est l'utilities avec tout ce qui va être cybersécurité et protection de données et VPN. En rentrant plus dans le détail de certaines de ces activités, par exemple les jeux vidéo, on voit que Tencent donc, est premier en termes de revenus en Chine, mais également dans le monde. Pour ce qui est de la partie paiement mobile, elle est premier en termes d'utilisateurs, donc mensuels et journaliers, également en Chine. Et pour ce qui est abonnement, donc tout ce qui est souscription pour la musique, les vidéos, la littérature, elle est première en termes de revenus. Si on s'intéresse aux chiffres donc de ces applications, on voit que Weixin et WeChat donc, totalisent un nombre d'utilisateurs de 1,33 milliard de personnes, c'est tout simplement fou, dont 2 tiers se trouvent en Chine. Et une stat intéressante que j'ai trouvée, c'est qu'il y a donc 19 millions d'utilisateurs de WeChat aux États-Unis.
Donc ça doit plutôt être intéressant pour le gouvernement chinois, pour tout ce qui est espionnage. Et donc l'application QQ, plus tournée vers les jeunes, totalise donc environ 560 millions d'utilisateurs mensuels. Ce qui est de la partie donc service de paiement avec Weixin Pay, Tencent totalise 800 millions de comptes actifs mensuels, et ça c'était en 2018, donc ça doit être encore plus aujourd'hui en 2024. J'ai voulu également trouver des études sur l'application WeChat. Donc ce graphique montre la répartition de l'âge des utilisateurs sur cette application. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une assez bonne répartition des différents utilisateurs, que ce soit donc les jeunes ou les moins jeunes. Une autre donnée intéressante, c'est que WeChat c'est la 5e application dans les réseaux sociaux la plus utilisée. Première position, donc on a Facebook avec environ 3 millions d'utilisateurs. Ensuite, donc YouTube, WhatsApp, Instagram. Et en 5e position, WeChat avec 1,3 milliard d'utilisateurs actifs. Un autre élément intéressant, c'est que 70% des comptes sur WeChat suivent des comptes officiels pour suivre les news. WeChat, c'est aussi un vrai donc, canal médiatique. Pour tout ce qui est application en lien avec les entreprises, Tencent est très en lien avec toutes les entreprises chinoises. Il y a environ 80% des 500 plus grosses entreprises en Chine qui utilisent donc WeChat Work. Et une autre donnée vraiment intéressante, c'est le nombre de programmes et de mini-programmes utilisés sur WeChat. Donc environ 10 mini-programmes en moyenne par les utilisateurs. Et donc ces mini-programmes sont généralement payants et vont entraîner donc des revenus. Et on voit donc qu'il y a environ 50% des utilisateurs, donc il y a quasiment une personne sur deux, qui dépensent entre 200 RMB, donc c'est la monnaie chinoise, et 1000 RMB, donc ça représente environ entre 25 et 130 euros. On va maintenant s'intéresser à l'analyse des 3 segments du groupe. Le premier segment qui est le plus important, c'est le Value Added Services, VAS, qui va regrouper donc les jeux vidéo et les réseaux sociaux, et qui va peser donc en 2023 environ 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensuite, on a la partie donc services, business et fintech, donc qui va être les services proposés aux entreprises avec par exemple WeChat Work et les services de paiement, qui va peser donc pour environ 35% du chiffre d'affaires. Et on voit que cette catégorie et ce segment s'est très bien développé depuis 2018. Et enfin, on a la publicité en ligne qui va peser pour environ 15% du chiffre d'affaires. Et on voit donc d'après ce graphique que depuis 2018, on a une croissance annuelle de 15% par an sur ces différents segments d'activité. Donc Tencent va être en confrontation avec des grosses entreprises que tout le monde connaît. Donc ce graphique compare les revenus générés par les différentes activités donc au milieu de l'année 2021. Par exemple, pour ce qui est des paiements en ligne, on observe que Tencent n'est pas si loin de PayPal en termes de revenus générés, avec environ 5 milliards de dollars. Pour ce qui est des souscriptions, tout ce qui est streaming, c'est environ 2 fois moins que Netflix en termes de revenus générés. Pour ce qui est donc de la publicité sur les réseaux sociaux, elle est quand même assez loin de Facebook. En termes de publicité sur les médias, elle génère plus de revenus, par exemple, que le New York Times. Sur les jeux vidéo, c'est 2 fois plus de dollars générés que Nintendo par exemple. Et pour ce qui est du cloud, elle est encore assez loin de Amazon, mais on va voir, essaye de se développer un maximum sur ce segment d'activité. Pour la partie Value Added Services, donc qui est le segment qui génère le plus de revenus pour Tencent, sur 50% de ce chiffre d'affaires, on a 20% donc liés aux réseaux sociaux avec les 2 applications WeChat et QQ. Et donc ce sont les achats intégrés sur les mini-programmes qui vont générer le plus de revenus sur ces applications. Ensuite, contrairement à ce qu'on pense sur la partie jeux vidéo, c'est surtout en Chine que les jeux vidéo vont générer le plus de bénéfices pour l'entreprise, avec environ 20% du chiffre d'affaires exclusivement en Chine et seulement 10% à l'international. Et quelle est la stratégie du groupe sur ces jeux vidéo? Ils ont une stratégie déjà donc d'avoir leur propre studio et donc de développer leurs propres jeux. Ils ont par exemple Riot Games, Supercell. Ensuite, ils ont une partie investissement dans d'autres studios, donc ils vont détenir des parts d'autres studios, comme Epic Games, donc qui est le créateur de Fortnite, ou Roblox. Et aussi, ils vont mettre en place des partenariats avec d'autres entreprises très connues, comme Nintendo ou Activision. Sur les réseaux sociaux, là où Tencent est très fort, c'est qu'ils arrivent donc à générer des revenus en mettant à disposition donc des mini-programmes qui vont être des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs. Par exemple, commander un taxi, commander de la nourriture, écouter de la musique. À la base, WeChat n'était qu'une app de messagerie, comme WhatsApp. Mais avec le temps, l'app a évolué. Aujourd'hui, WeChat me permet d'envoyer des emojis délirants, de voir ce que font mes amis sur un mur virtuel, de téléphoner, de payer mes achats, de faire du shopping en ligne, de donner de l'argent à une œuvre caritative.
Mais en fait, WeChat me permet d'organiser toute ma vie. Grâce à l'app, je commande un taxi. Ou même mieux, je loue une Tesla avec un chauffeur. Je réserve une table au Ritz pour y prendre l'afternoon tea et j'y règle ma facture. J'achète des tickets pour une croisière sur un bateau traditionnel chinois et je vais parier aux courses de chevaux. En chemin, j'achète des produits financiers et je prends rendez-vous chez mon médecin. En somme, WeChat a réussi à réunir Facebook, Twitter, Amazon et toute une série d'autres fonctions en une seule et même app. Mais le nombre de données que WeChat récolte sur ses usagers fait froid dans le dos. Cette entreprise sait ce que je mange, où je vais, comment j'y vais, ce que j'achète, qui sont mes amis, combien d'argent je dépense. Et en Chine, les informations récoltées par les firmes tech sont partagées avec le gouvernement. Et donc ils vont pouvoir donc générer des revenus grâce à ça, et ça plus la synergie avec la publicité. Donc les annonceurs vont payer des places publicitaires et de l'emplacement publicitaire comme on va le voir par la suite. Ça permet donc de générer encore des revenus supplémentaires. Sur la partie jeux vidéo en Chine, Tencent est depuis plusieurs années le leader incontesté. Et ça pour deux raisons. Déjà la première, c'est qu'ils ont créé des free-to-play, donc qui sont gratuits à l'installation et généralement avoir des achats intégrés dans le jeu. Et ça permet donc d'augmenter la durée de vie du jeu en fidélisant donc la communauté, en faisant des mises à jour régulières. Et également, ils vont dépenser plus sur ces jeux que simplement acheter un jeu une seule fois à 70 € et au bout de quelques années il sera périmé. Là c'est pas le cas avec les free-to-play. Et deuxièmement, ils ont créé aussi des top jeux qu'ils appellent donc Evergreen Games. Par exemple, on a Crossfire qui est un jeu qui existe depuis plus de 15 ans en Chine. On a des top jeux comme Honor of Kings qui est le premier jeu mobile en termes de nombre d'utilisateurs journaliers. On a également Naruto Mobile, Peacekeeper Elite qui sont donc des top jeux dans leurs catégories respectives. Ce que tend à faire de plus en plus Tencent, c'est développer donc ces Evergreen Games, car ils se rendent compte que ce sont ces jeux qui rapportent le plus, car ils ont une durée de vie plus élevée. Et également, ce sont des jeux donc difficilement détrônables, car ils demandent des forts investissements au départ. Et par exemple, sur la création d'Evergreen Games, Tencent devrait sortir en 2024 trois nouveaux jeux, donc avec One Piece, donc le manga qui est très très connu, ensuite Assassin's Creed, la licence aussi très connue, et également Dream Stars, qui a connu un taux d'enregistrement assez énorme à son lancement. Et donc, ce sont ces types de jeux que l'entreprise essaye de mettre de plus en plus en avant pour garder sa position de leader. Et enfin, l'entreprise essaye aussi de se démarquer sur la partie e-sport, qui est un secteur de plus en plus attractif et qui se développe de plus en plus. Et par exemple, aux Asian Games, sur les 7 jeux en compétition, et donc il y avait 4 jeux qui étaient détenus par Tencent. Et par exemple, le LoL, donc, qui est un des jeux les plus connus aux Asian Games, a été donc le premier jeu vu en termes d'heures. Et ils ont vraiment une longueur d'avance sur ce volet qui pourrait être vraiment intéressant dans le futur pour la croissance de l'entreprise sur cette partie donc jeux vidéo. Sur la partie jeux à l'international, c'est aussi assez impressionnant ce que possède Tencent comme licence. On a par exemple Subway Surfer, pour ceux qui connaissent. On a Clash of Clans, qui a été développé par Supercell et dont Tencent détient une grosse part. On a aussi PUBG Mobile, qui est le premier jeu FPS au monde en termes de revenus générés, donc en jeu mobile. Et on a aussi un des jeux les plus connus sur PC, LoL, League of Legends. Et on a également de nouveaux jeux qui arrivent ou qui sont déjà sortis et qui devraient prendre la relève ou bien compléter le catalogue de Tencent. On a par exemple Valorant, qui a connu un départ canon, ou encore Goddess of Victory, qui devrait sortir prochainement et qui devrait être aussi un grand succès. Dans cette partie jeux vidéo, j'essaie de trouver donc des statistiques intéressantes. À gauche, on voit par exemple les jeux PC les plus populaires en octobre 2023, donc en termes de joueurs actifs sur le mois. Et on voit que dans ce top 10, on retrouve 4 jeux de Tencent, avec Fortnite, Roblox, League of Legends et Valorant. Et dans le tableau de droite, on voit le top 5 des jeux mobiles qui ont généré le plus de revenus depuis leur création. Et on voit que sur ces 5 jeux, il y en a 3 qui sont détenus par Tencent. En top 1, donc Honor of Kings, qui a généré quasiment 15 milliards de dollars depuis donc, sa création en 2015. On a ensuite Clash of Clans, donc depuis 2012, qui a généré 10 milliards de dollars. Et enfin PUBG Mobile, donc depuis 2018, quasiment aussi 10 milliards. Donc ce qu'on voit, c'est que Tencent est capable de produire des top jeux, et d'autant plus créer des top jeux qui génèrent énormément d'argent et de revenus sur le long terme. Si on fait la synthèse donc des activités Value Added Services, VAS, donc qui comprennent les réseaux sociaux, les jeux vidéo en Chine et les jeux vidéo à l'international, donc ces activités comptent pour 50% du chiffre d'affaires en 2023.
Et donc sur ces 50, on a 40% qui sont réalisés donc exclusivement en Chine. Pour ce qui est de la stratégie de l'entreprise, sur la partie réseaux sociaux, ça va être donc de continuer à développer les mini-programmes. Pour les jeux vidéo, ça va être de développer de plus en plus des evergreen games, et donc ils vont prendre de plus en plus de temps pour développer des jeux de qualité, donc ce qui permettra d'avoir une marge et un revenu stable sur le long terme. Et on a vu également qu'ils essayaient de se développer sur la partie e-sport et en participant donc à des événements tels que les Asian Games. Et ça leur permet aussi d'avoir une publicité entre guillemets gratuite lors de ce type d'événement. Et si on s'intéresse donc aux marges brutes de cette activité, donc ce qu'on voit en haut c'est la marge brute globale comprenant donc toutes les activités du groupe. Et en bas donc on a la marge brute que pour cette activité Value Added Services. Et on se rend compte donc que c'est cette activité qui génère le plus de revenus pour l'entreprise, avec une marge brute d'environ 55,5% contre 49,5% en moyenne. Et pourquoi on a des marges plus élevées que la moyenne? C'est en partie donc grâce aux Evergreen Games qui permettent donc d'avoir un revenu stable sur le long terme avec peu de dépenses en fonctionnement et en investissement. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu est produit, il n'y a pas besoin de rajouter énormément d'argent chaque année dessus. Et c'est également le cas pour les réseaux sociaux. On va maintenant rentrer plus dans le détail dans la partie services, fintech et business. Donc sur la partie business, l'entreprise a 3 types de services qui sont donc verticalement imbriqués les uns avec les autres. Le premier, ça va être des services donc de SaaS, tout ce qui comprend le logiciel. Ensuite, la couche supérieure, ça va être tout ce qui est PaaS, donc plateforme. On va retrouver différents logiciels imbriqués les uns avec les autres. Et enfin, le dernier niveau, ça va être la fourniture de services d'infrastructure complets, avec la mise à disposition donc, de serveurs, de stockage et de réseaux. Donc c'est ce qu'on appelle IaaS. Pour donner quelques chiffres, donc, par exemple l'application Tencent Meeting, qui est l'équivalent de Zoom en Chine. Donc on a 400 millions d'utilisateurs enregistrés sur cette plateforme. Sur la partie FinTech, donc c'est ce qui va correspondre à toutes les activités en lien avec des services de paiement. Et ces services vont être intégrés donc, directement sur les logiciels de Tencent, sur Weixin et QQ. Et pour donner un ordre d'idée, ça va être des trillions de transactions de RMB, donc qui est la monnaie chinoise, qui sont enregistrées sur leur plateforme chaque année. Et donc des trillions, c'est des milliers de milliards, donc c'est pas rien non plus. Par exemple, sur Weixin Pay en 2018, on avait 800 millions d'utilisateurs mensuels, donc ce chiffre a dû augmenter depuis. Et ce business model se base tout simplement sur des frais que va prendre Tencent sur chaque utilisation de leur service de paiement. Et donc généralement, ça va être soit des frais fixes, soit un pourcentage compris entre 0 et 1% de la transaction. Sur cette partie donc fintech et business, le gros enjeu dans le futur pour la plupart des entreprises, c'est la partie donc cloud et data center. Donc Tencent sur leur site met en avant qu'ils ont donc des data centers dans 26 régions du monde, donc principalement situées en Asie, mais ils en ont également donc en Europe, en Australie, aux États-Unis. Et sur ces data centers, ils possèdent leur propre data center, mais ils ont également donc des partenariats. Et j'ai pas réussi à trouver plus d'informations sur combien de data centers exactement ils possédaient et combien étaient en partenariat. Et je me demande pourquoi, peut-être pour une question de sécurité ou d'espionnage industriel vis-à-vis de ses concurrents. Mais si vous avez plus d'infos, je suis preneur. Et sur les chiffres que j'ai trouvés, donc en fin 2022, Tencent possédait 16% du marché du cloud en Chine. Pour donner un ordre de grandeur, donc le service du cloud représentait en 2021 32 milliards de dollars et en 2025 ça devrait peser donc 90 milliards de dollars en Chine. Mais Tencent donc sur cette activité est devancé par Huawei, le constructeur de téléphones, donc qui possède 19% de ce marché. Et en première position, on retrouve un des principaux concurrents de Tencent avec Alibaba. Et Alibaba Cloud possède 36% de cette activité et de ce marché fin 2022. Et donc on voit bien que l'entreprise a pris un retard assez important, en particulier face à Alibaba en Chine. Et donc la question, ça va être de savoir si les investissements qu'ils ont fait donc récemment et qu'ils vont faire vont permettre de rattraper ce retard. Si on analyse les marges brutes de ces activités, donc FinTech et Business Services, qui je le rappelle pèsent pour environ 30% du chiffre d'affaires total, c'est 41% de marge brute pour cette activité, contre 49,5% en moyenne donc sur le troisième trimestre 2023. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la progression de cette marge brute depuis le troisième trimestre 2020. On voit donc que la marge brute sur les fintech et business services est passée donc de 28% à quasiment 41%. Et ça, c'est dû à la maturité des applications développées par Tencent, donc qui apportent une vraie valeur ajoutée aux entreprises, qui se traduit donc par une utilisation accrue de ces logiciels et par le fait que les entreprises donc, sont prêtes à payer pour les utiliser.
Et ce qui est important de noter aussi, c'est que une grosse partie d'activité est réalisée en Chine, donc quasiment 100%. Je n'ai pas réussi à trouver la répartition de revenus exacte entre la partie fintech, donc la partie paiement, service de paiement, et la partie service aux entreprises. Pour finir avec les activités du groupe, il nous reste la partie publicité en ligne, qui, je le rappelle, pèse pour environ 15% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Et donc cette publicité, on va la retrouver donc sur les réseaux sociaux du groupe, donc Weixin, QQ, également sur les plateformes de contenu, que ce soit les plateformes de contenu de sport, de musique, de médias, mais également sur les plateformes de jeux telles que Tencent eSport ou Tencent Games. Il y a donc une synergie entre la publicité et les applications du groupe, d'autant plus qu'on a un nombre d'utilisateurs qui est tout simplement énorme, plus d'1 milliard, ce qui va permettre aux annonceurs de cibler précisément les utilisateurs qu'ils souhaitent. Et on a aussi une partie donc valorisation de la donnée. On a un nombre de data qui va être vraiment incroyable et qui dans le futur pourrait être vraiment intéressante pour le groupe et qui pourrait permettre d'entraîner leur plateforme et leur algorithme d'intelligence artificielle grâce à ce grand nombre de données. Pour ce qui est des marges de cette activité, donc de la publicité en ligne, c'est la seconde marge brute la plus élevée, donc derrière les Value Added Services. Sur le Q3 2023, on a une marge brute de 52%, contre 49,5% en moyenne sur l'ensemble des activités du groupe. Mais on constate que les marges sont vraiment volatiles, et ça c'est lié à la cyclicité du secteur de la publicité, et donc qui est vraiment dépendant des cycles économiques et de la volonté des entreprises de payer pour de la publicité. Et l'entreprise met généralement en avant que ce sont le Q2 et le Q4 qui sont le plus rémunérateurs pour la publicité, car on va avoir donc de gros événements tels que Halloween, Noël ou le Black Friday, qui vont stimuler le nombre de ventes et le nombre d'annonces. Et donc ici, on a la synthèse des marges brutes des trois activités qu'on vient d'étudier auparavant, donc avec Value Added Services, la publicité et Fintech et Business Services. Comme je disais, on a 90% du chiffre d'affaires qui est réalisé donc en Chine. Et donc quand on dit que Tencent est risquée parce qu'elle peut être touchée à l'international sur un de ses jeux, c'est plus ou moins vrai, car seulement 10% est réalisé donc à l'étranger. Pour ce qui est des ratios financiers de l'entreprise, j'ai synthétisé donc selon trois catégories les ratios de valorisation, de gestion et d'avantages concurrentiels. Et je les ai ensuite comparés donc à mes seuils cibles et également donc à la médiane du secteur, donc le secteur de la technologie. J'ai récupéré donc ces informations sur le site Guru Focus début décembre 2023. Et donc attention, ces chiffres peuvent différer un petit peu à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour ce qui est des ratios de valorisation, Tencent a une valorisation assez intéressante. Par exemple, le price earning ratio, qui correspond à combien de fois je vais payer donc les bénéfices nets de l'entreprise, est inférieur à 15, et également inférieur à la médiane du secteur de la technologie. Et ça, c'est assez cohérent, car généralement le secteur de la technologie est assez bien valorisé. On voit donc pour le ROIC qui correspond au rendement des capitaux investis, l'entreprise est dans le top 15% des entreprises de ce secteur, ce qui signifie que l'entreprise arrive à louer efficacement donc son cash et sa dette pour générer des revenus. Cependant, un point sur lequel il faut faire attention, c'est donc la gestion de l'endettement de l'entreprise, qui est un petit peu élevée par rapport à la médiane du secteur, mais qui reste assez raisonnable. Et enfin, pour les ratios d'avantages concurrentiels, sur cette partie, l'entreprise se démarque. Elle arrive donc à avoir une marge d'exploitation bien supérieure à la médiane du secteur, donc dans le top 15% des entreprises, et un niveau donc de dépenses aussi qui est assez maîtrisé. J'ai ensuite fait un focus donc des différents concurrents de Tencent implantés sur le secteur des jeux vidéo et du gaming, avec Sony, Microsoft, Nintendo et NetEase. D'ailleurs, NetEase est une entreprise chinoise, donc implantée directement sur le marché de Tencent. Et ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai repris différents ratios que je trouvais intéressants en fonction des trois catégories que j'ai citées auparavant, donc avantages concurrentiels, gestion et valorisation, et j'ai comparé ces 5 entreprises entre elles en fonction donc par exemple de la marge brute, de la marge d'exploitation, donc des dépenses d'investissement sur le résultat net, la croissance du chiffre d'affaires, également le retour sur investissement, le niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres, debt to equity, ensuite le cash ratio, donc les liquidités divisées par le passif court terme de l'entreprise, et après ratio de valorisation classique, price earning ratio, price earning gross, price to cash flow et le price to sell. Au niveau donc des ratios d'avantages concurrentiels, donc on voit que c'est Microsoft qui est quasiment le numéro 1 sur les différents ratios de cette catégorie. Et ça, c'est aussi lié donc à son moat,
Et ça, c'est lié aussi à son moat, qui est tant décrit par Warren Buffett, et l'avantage concurrentiel qu'a cette entreprise, qui lui permet donc d'avoir des marges élevées et des dépenses assez faibles. Pour ce qui est de Tencent, elle est assez bien située donc sur la marge d'exploitation et sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc c'est d'ailleurs la meilleure entreprise des 5 sur la croissance du chiffre d'affaires. Pour ce qui est des ratios de gestion, on a Microsoft qui est encore assez bien situé, et également NetEase et Nintendo. Pour ce qui est de Nintendo, ce qui est assez hallucinant, c'est son niveau de cash en réserve et le fait qu'elle ait aucune dette. Et ça, on le retrouve assez souvent dans les entreprises japonaises. Mais là où Tencent va faire la différence, c'est sur ses niveaux de valorisation, qui sont les plus intéressants par rapport aux 5 autres. Elle est numéro 1 ou numéro 2 sur quasiment tous les ratios de valorisation. Et j'ai oublié de le rappeler, mais ces ratios se basent sur la moyenne des 5 dernières années des entreprises. Si on doit faire une synthèse de ces différents tableaux pour Tencent, Tencent a une marge d'exploitation et une croissance du chiffre d'affaires qui est vraiment intéressante par rapport à ces 4 autres entreprises. Et aussi, elle a des niveaux de valorisation bien meilleurs que ses concurrents. Et pour finir donc avec l'analyse des ratios, je me suis intéressé aux principaux concurrents de Tencent en Chine. Donc on a vu qu'il y avait NetEase, qui était un concurrent direct, mais selon moi le principal concurrent donc à l'heure actuelle et dans le futur, c'est Alibaba. Donc Alibaba et Tencent sont deux des plus influentes entreprises en Chine. Elles sont toutes les deux positionnées donc sur le secteur de la technologie et devraient donc se battre dans le futur sur un marché en pleine croissance qui est celui donc du cloud et des data centers. Donc si on regarde les principaux ratios d'avantages concurrentiels, on voit que Tencent a de meilleures marges et dépense moins que Alibaba. Pour ce qui est des ratios de gestion, l'entreprise a un meilleur retour sur investissement, même si les deux sont assez proches, donc d'environ 11%. Mais Alibaba se démarque donc par son niveau d'endettement et de cash qui est plus intéressant. Et pour ce qui est des ratios de valorisation, donc on a vu que Tencent était à des valorisations vraiment intéressantes, mais Alibaba est encore moins cher que Tencent à l'heure actuelle. On a donc d'un côté Tencent qui a de meilleures marges et un meilleur retour sur investissement que Alibaba. Elle est donc aussi mieux diversifiée que Alibaba au niveau donc de ses activités. Elle a donc des activités en lien avec le gaming, la finance et la publicité, alors que Baba est surtout focalisée donc sur le e-commerce, même si elle essaye de se développer sur le cloud et les data centers. Mais d'un autre côté, on a vu qu'Alibaba avait des ratios de valorisation et une dette moins importante que Tencent. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant donc, dans l'analyse des rapports, c'est les résultats de l'entreprise. Donc ici à gauche, on a le compte de résultats de Tencent en 2022, ici donc en RMB qui est la monnaie chinoise. On a ici donc les revenus générés par ces différentes activités, donc, auxquels on va soustraire donc, les cost of revenues, qui vont nous donner donc les profits bruts de l'entreprise. Et donc ces profits bruts, on va encore les soustraire donc, aux dépenses en marketing et en administration pour avoir donc l'operating income, c'est-à-dire les revenus opérationnels, ce que va gagner réellement l'entreprise en lien avec son business et ses activités. Et ici, en rouge, on va trouver une autre ligne comptable, Other Gains Net. Et donc, on voit que l'entreprise a aussi généré des revenus qui ne font pas partie des revenus opérationnels, qu'on va appeler donc non-operating income. Ici en bas, on voit l'évolution donc, des non-operating income et des operating income depuis 2016. Donc attention, cette fois, ce tableau est en dollars hongkongais. Donc si on convertit ces RMB ici en dollars hongkongais, on retombe sur la même chose. Et on voit donc qu'en 2022, l'entreprise a généré donc 143 milliards de dollars hongkongais en non-operating income et 120 milliards en operating income, donc lié à cette activité. Et donc ces deux types de revenus, ça correspond donc à l'EBIT, donc l'earnings before interest and tax, donc les revenus avant intérêt et taxes. Et donc on va retrouver les operating income donc venant des revenus du groupe, que ce soit les revenus générés par WeChat, QQ, les services de paiement ou le gaming. Et d'un autre côté les non-operating income qui vont être des revenus donc exceptionnels générés sur l'année. Et on voit en fait que les revenus générés donc en 2022, il y a une grosse partie qui sont en lien avec des revenus exceptionnels. Et ça c'est lié aux ventes qu'a réalisé Tencent dans ses participations donc dans Sea, qui est une entreprise dans le gaming, et dans Meituan, une entreprise chinoise. Et je vais vous mettre à l'écran l'évolution donc, de l'EBIT et cette répartition entre non-operating income et operating income. Et on voit que depuis plusieurs années, les non-operating income tendent à augmenter dans le résultat de Tencent. Et ça, c'est lié donc en partie aux ventes exceptionnelles que Tencent va faire en lien avec ses participations dans d'autres entreprises, car Tencent investit énormément dans d'autres entreprises. Et cette situation, ça va se traduire donc par une baisse de la marge d'exploitation, donc ici en bleu clair, depuis 2020 de Tencent, car elle ne va pas prendre en compte le non-operating income qu'on a vu juste auparavant.
Et c'est aussi pour ça qu'on a une augmentation de la marge nette alors qu'on a une diminution de la marge d'exploitation, donc la marge nette qui est ici en bleu foncé, car la marge nette va prendre en compte cette non-operating income. Et on va donc avoir également une augmentation du chiffre d'affaires lié à ce non-operating income et à ces ventes de participation dans d'autres entreprises de Tencent, et donc qui va aussi faire augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce que je voulais mettre aussi en avant, c'est l'évolution de la marge brute de Tencent. On voit que l'entreprise a connu une baisse de la marge brute, en particulier en 2016 et 2017, donc passant d'environ 55% à 45%. Mais malgré cela, elle a réussi donc à conserver sa marge nette aux alentours donc de 25 à 30%. Ce qui veut dire que sur 1 dollar de revenus, il y a un quart qui vont directement dans la poche de Tencent. Ce qui est aussi indispensable quand on analyse une entreprise comme Tencent, c'est d'étudier la répartition des actifs de l'entreprise, c'est-à-dire la répartition de ce qu'elle possède. Dans le cas de Tencent, donc on voit en bas à gauche la répartition de ses actifs en RMB avec les operating assets, qui va correspondre donc aux actifs qu'utilise l'entreprise pour ses activités opérationnelles. Et on a également donc les investissements, c'est-à-dire tous les investissements que possède Tencent dans d'autres entreprises. Donc la répartition de ces deux actifs, on a donc environ 50% liés aux investissements et 50% d'actifs opérationnels. Sur ces actifs opérationnels, donc qui vont généralement correspondre à des bâtiments, des usines, des data centers, on a 2 tiers qui sont situés en Chine et l'autre tiers qui est situé donc à l'étranger. Et pour les investissements, on a aussi 2 tiers, donc cette fois en Chine et à Hong Kong, environ 10% en Amérique du Nord, 13% donc en Asie, donc qui ne compte pas la Chine et Hong Kong, et 6% en Europe. Et donc quand on fait la somme des deux, donc investissement et actifs opérationnels, on a donc 2 tiers des actifs totaux qui sont en Chine, alors que dans le même temps, Tencent génère 90% de ses revenus en Chine. Et ce tiers d'actifs qui n'est pas présent en Chine pourrait donc être confisqué ou gelé, comme ce qui avait été le cas avec le conflit Ukraine-Russie. Et ça, c'est un autre risque encouru par l'entreprise. L'autre élément important à étudier dans le cas Tencent, c'est le niveau d'endettement du fait de sa stratégie d'acquisition et d'investissement dans d'autres business. Et pour faire ça, l'entreprise a 2 moyens, soit utiliser le cash qu'elle a en réserve, soit utiliser l'effet de levier, donc emprunter de l'argent via des banques. Et dans ses rapports annuels, l'entreprise a 2 types d'emprunts, donc les borrowings, donc ce sont les prêts classiques qu'elle va contracter donc auprès de banques. Donc elle a environ 170 millions de RMB et ces prêts sont surtout donc compris entre 2 et 5 ans. Et la majorité des prêts devront être remboursés entre 2 et 5 ans. Et on voit ici, donc attention, ici c'est en USD et pas donc en RMB, donc en dollars. Et on voit que la majorité de cet emprunt est en dollars à taux variable, donc le Libor plus un taux fixe, donc on est bien à un taux variable. Et le deuxième type d'emprunt, donc c'est les notes payable. Donc, au total, elle a 160 millions de RMB d'emprunts en notes payable, donc on a environ 50% de borrowings et 50% de notes payables. Et pour ce type d'emprunt, on a une date de maturité donc supérieure à 5 ans, qu'on est assez large. Et on voit ici donc la majeure partie de cet emprunt est effectuée donc en dollars à un taux fixe cette fois, donc qui est compris entre 1,37 et 4,5% d'intérêt. Au final, on se rend compte que Tencent a une dette qui est plutôt bien maîtrisée. Déjà premièrement par le fait qu'elle a une dette qui est espacée dans le temps. Ça laisse donc le temps à l'entreprise de voir venir. Et deuxièmement, elle a une dette maîtrisée du fait déjà du résultat net qu'elle génère chaque année. En prenant le résultat net de 2023, elle serait capable de rembourser tous ses emprunts en moins de 2 ans. Et elle a une dette qui représente moins de 50% de ses capitaux propres. Même si cette dette est en hausse depuis plusieurs années du fait de l'augmentation des investissements de l'entreprise. On a terminé avec l'analyse quantitative de la boîte, on va passer maintenant à l'analyse qualitative. On va commencer donc avec la politique d'investissement de Tencent, qui est un pilier de la croissance de l'entreprise. Donc à gauche, on voit un tableau qui synthétise les différentes participations de Tencent dans différents studios de jeux vidéo. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, elle est infiltrée de partout. On voit par exemple qu'elle détient 100% de Riot Games, 84% de Supercell, donc le créateur de Clash of Clans, Clash Royale. Elle est aussi à 25% aussi dans Ubisoft, l'entreprise française, avec 5% de participation. Elle a également des participations donc dans Roblox, dans Discord. Elle est donc dans le board de beaucoup d'entreprises dans le gaming, mais aussi dans d'autres entreprises, donc dans Spotify par exemple. À une époque, elle détenait 8,5% de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Elle avait acheté aussi en 2017 Tesla, qu'elle avait revendu donc en début 2023. Ce qui montre aussi de la qualité du management
pour déceler des entreprises de qualité dans lesquelles investir. Et elle détient aussi JD.com avec donc environ 2% de cette entreprise dans le e-commerce en Chine. Un autre élément qui est super important lorsqu'on investit sur Tencent, c'est de comprendre en fait qu'on n'est pas propriétaire de l'entreprise. Car généralement, quand on investit sur une action, on détient donc une part de propriété de l'entreprise. Et là, ce n'est pas le cas à cause d'une structure qu'on appelle la structure VIE, Variable Interest Entity. Et ça, c'est surtout les entreprises chinoises qui utilisent ce mécanisme pour que les investisseurs étrangers ne puissent pas investir directement en Chine. Et donc comment fonctionne cette structure VIE, on va le voir. Donc il y a Tencent, dont le siège social se situe en Chine. Et donc Tencent va être détenu par une holding, donc qui est une société, qui va être implantée donc, dans un paradis fiscal. Dans le cas de Tencent, c'est aux îles Caïmans. Et donc cette holding va avoir un contrat avec Tencent qui va lui permettre de détenir la totalité du résultat net de l'entreprise. Et c'est pas donc Tencent qui va être coté sur une bourse, ça va être la holding. Et donc la holding va être cotée par exemple sur la bourse du Nasdaq aux USA et ensuite les investisseurs vont pouvoir investir sur cette holding. Et en fait le fait de rajouter une holding, ça va rajouter une couche et c'est ce qui va permettre donc de protéger Tencent des investisseurs étrangers. Mais nous, c'est ce qui va nous empêcher d'avoir le contrôle direct de Tencent. De ce fait, on ne possède pas directement les actions Tencent et on a donc un risque de propriété. Par exemple, on peut avoir une cassure du contrat entre la holding et Tencent ou le fait que la holding soit gelée par un État, comme les États-Unis. Et pour ajouter encore plus de complexité, car c'est déjà pas assez difficile, on a 3 types de filiales, 3 types de formes juridiques détenues par Tencent. La première, donc, c'est les entreprises entièrement étrangères en Chine, donc nommées WFOE. Et ça passe forcément par une structure VIE pour y accéder. Ensuite, on a les SARL en Chine, donc sociétés à responsabilité limitée. Donc j'ai synthétisé la liste qui était disponible donc dans le rapport annuel de l'entreprise. Et on a également les SARL dans d'autres juridictions, donc dans d'autres pays, avec l'exemple de Riot Games qui est détenu aux États-Unis. Et là, on a une complexité juridique, en fait, pour savoir est-ce que ça passe par une structure VIE aussi. Et là, mes compétences s'arrêtent ici. Il faudrait donc demander à des experts sur le sujet et savoir en fait ce qui se passerait en cas de problème avec les filiales et la structure VIE en question. Pour ce qui est de l'actionnariat maintenant, on a un flottant donc, de Tencent de 42%, donc il y a 42% des actions qui sont détenues par des investisseurs particuliers. Ensuite, l'entreprise est détenue à 26% par une autre compagnie qu'on va étudier juste après. Il y a presque 24% d'institutions, donc de banques, de fonds d'investissement sur Tencent. Et le cofondateur détient encore 7,6% des parts de l'entreprise. On n'a pas spécialement de dilution des actionnaires. Et pour ce qui est donc du management, on a une grosse expérience du management avec en moyenne plus de 10 ans au board. Donc on peut le voir ici en haut à droite. Récemment, on a eu quelques ventes d'actions, mais rien d'énorme. On va faire un rapide focus donc sur Naspers, qui est donc l'entreprise qui détient 26% des parts de Tencent. Donc Naspers, c'est une multinationale sud-africaine qui est spécialisée donc dans l'investissement dans le domaine de la technologie et de l'Internet. En 2001, elle a eu la bonne idée d'investir dans Tencent donc pour 26 millions d'euros, donc ce qui représentait à l'époque 34% des parts de l'entreprise. Et elle a gardé donc son investissement jusqu'en 2018 et elle a commencé à vendre à partir de 2018, donc 2%. Et en mars 2023, elle a revendu donc 2% de ses parts pour 7,8 milliards d'euros. Et donc aujourd'hui, elle détient encore 26% de sa participation, ce qui représente donc 91 milliards d'euros. On voit donc que ça fait un beau rendement, donc de passer de 26 millions d'euros en 2001 à 91 milliards d'euros aujourd'hui. Et j'ai lu récemment dans un article que Naspers confirmait sa volonté de garder ses participations dans Tencent sur le long terme, même si elle envisageait de vendre de temps en temps un petit pourcentage de ses participations. Et Wang Ma, donc, qui détient 7,6% de Tencent à l'heure actuelle et qui est un des 5 cofondateurs de l'entreprise en 1998. Et c'est un des seuls encore qui est au board et qui a un rôle essentiel dans l'entreprise. Il est né donc en 1971, il a 52 ans, donc il est encore assez jeune. Et il a une fortune estimée seulement à 68 milliards de dollars. Donc c'est le 18e homme le plus riche au monde à l'époque où j'ai regardé. Et pour finir avec l'analyse qualitative, j'ai synthétisé les éléments du conference call numéro 3 2023 que j'ai trouvé intéressant. Donc le premier, c'est que le management souhaite développer l'intelligence artificielle donc sur leur application WeChat. Et ils sont assez optimistes et confiants sur cet aspect, car ils ont un volume de data qui est vraiment important.
Et donc ça pourrait permettre d'entraîner efficacement leurs algorithmes. Mais il n'y a pas de date encore précise de déploiement de leurs solutions IA sur leurs applications. Pour ce qui est de la stratégie d'investissement sur les jeux, le management met en avant donc qu'ils souhaitent prendre de plus en plus leur temps pour développer donc des jeux de qualité afin donc développer des jeux evergreens comme on l'a vu au début de la présentation. Donc ce qui leur permettrait d'avoir une stabilité dans les revenus et des jeux qui ont une durée de vie plus importante. Et enfin, la direction dans le dernier conférence call met en avant donc la maturité du business et des marges, et aussi donc la volonté d'allouer efficacement donc les liquidités de l'entreprise en privilégiant donc les rachats d'actions plutôt que les dividendes, au vu donc de la faible valorisation de l'entreprise selon eux. Et un dernier élément que j'ai trouvé intéressant dans les rapports annuels, c'est la différence de taxation en République de Chine en fonction des activités. Et par exemple sur la partie donc culturelle, sur tout ce qui va être publicité, on va seulement avoir un taux d'imposition de 3%. Enfin, le dernier élément pour une analyse digne de ce nom, c'est l'analyse de la marge de sécurité, c'est-à-dire essayer de déterminer la valeur intrinsèque de l'entreprise. Pour ce faire, j'ai utilisé 3 modèles, donc le modèle de valorisation de Guru Focus, de Simply Wall Street et ma propre projection du flux de trésorerie. Donc pour ce qui est de Guru Focus, le site met en avant donc une marge de sécurité d'environ 30%, avec une valeur intrinsèque aux alentours donc des 385 dollars hongkongais, contre à l'heure actuelle on est aux alentours des 290. Pour Simply Wall Street, on converge vers une marge de sécurité d'environ 40%, avec donc une fair value autour de 475 HKD. Et pour ce qui est de ma projection du flux de trésorerie, donc moi j'ai pris des hypothèses vraiment conservatrices en prenant donc en compte que le operating income récurrent, et j'ai pris donc un taux d'actualisation, donc un taux de rendement visé d'environ 10% annuel, un bénéfice par action donc qui est la moyenne des 5 dernières années donc de 10,5, et 3 modèles de pondération avec 3 modèles différents, donc un scénario pessimiste, neutre et optimiste. On se retrouve ici donc sur mon fichier de valorisation. Donc pour le bénéfice par action estimé sur les 5 dernières années, j'ai bien pris en compte donc le bénéfice par action seulement donc pour les operating income, donc seulement les revenus récurrents du groupe, donc sur les 5 dernières années. En rouge, donc on a le scénario pessimiste, donc qui se base sur une croissance des bénéfices futurs des 5 prochaines années d'environ 10%, et donc qui devrait suivre la croissance estimée du secteur du gaming. Ensuite, pour les 5 suivantes, de seulement 5%, et un PER visé de 15, donc qui est le price earning ratio moyen du marché en temps de crise. Ensuite, en jaune, on a le scénario neutre, donc qui se base sur une croissance des bénéfices d'environ 15% sur les 5 premières années, et donc qui est la fourchette haute de la croissance du secteur du gaming estimée dans les prochaines années. Et ensuite, donc une croissance de 8%, et pour le PER visé, donc qui correspond au PER moyen du titre donc de Tencent des dernières années. Et ensuite, en vert, on a le scénario optimiste, donc avec une croissance des bénéfices de 18%, et donc qui est égale à la croissance moyenne du titre des 5 dernières années. Et donc ensuite une croissance de 10% et un PER visé donc de 25, qui est légèrement supérieur au PER moyen du titre de ces dernières années. Et donc en prenant ces différentes hypothèses et les pondérations donc, ici qu'on voit, donc de 25 pour le scénario pessimiste, 50 pour le neutre et 25 pour l'optimiste, on tombe donc sur une valeur intrinsèque de Tencent d'environ 245 HKD contre 290 à l'heure actuelle. On aurait donc une surévaluation du titre d'environ 20%. Et à noter donc que ce modèle se base sur des hypothèses donc, qui peuvent être fausses, et c'est quasiment impossible de tomber donc, au dollar près sur la réelle valeur intrinsèque du business. Et donc ça c'est aussi à se rappeler lorsqu'on valorise une entreprise. Ça donne donc une fourchette, mais c'est pas une vérité absolue. Finalement, en prenant la moyenne de ces 3 scénarios, on converge plutôt vers une valorisation juste de l'action à l'heure actuelle, donc aux alentours des 300 dollars hongkongais. Si on fait la synthèse de cette analyse donc sous format matrice SWOT, avec les éléments les plus importants, concernant la plus grosse force de Tencent, ce serait selon moi le monopole qu'elle a en Chine, en particulier donc sur le secteur du gaming, des réseaux sociaux et des médias. Ensuite, pour ce qui est de ses faiblesses, sa principale faiblesse est sa structure VIE qui empêche donc les investisseurs d'être propriétaires directs des actions. Et on a également le gouvernement chinois qui a une mainmise sur cette entreprise. Pour ce qui est des opportunités, la plus grande opportunité de croissance pour le futur, pour l'entreprise, c'est donc l'intelligence artificielle et le cloud data center. Et enfin, pour ce qui est des menaces, la plus grande menace reste bien évidemment le gouvernement chinois et la régulation du gouvernement, et également d'éventuels conflits. Pour conclure, on a donc Tencent, qui est une des plus grandes entreprises chinoises, qui est leader de son marché en Chine dans plusieurs de ses activités, comme dans le gaming et les réseaux sociaux.
qui possède à l'heure actuelle une valorisation qui est intéressante. Mais on a une grosse question qui se pose, c'est la question de la régulation du gouvernement chinois, de la structure VIE, et donc de la non-possession des actions, qui explique donc en partie la décote de cette action. Pour continuer à croître, donc l'entreprise a 9 jeux en préparation, avec une volonté de développer des jeux evergreen, donc qui demandent un gros budget et un temps de développement important, généralement entre 6 et 18 mois, mais qui ont une durée de vie élevée et une stabilité des revenus. Elle essaye donc de développer un maximum aussi les data centers et travailler sur l'intelligence artificielle, même si on l'a vu, elle avait de nombreux concurrents dans ce secteur comme Alibaba en Chine. Et du côté donc de la régulation du gouvernement chinois, on a eu en 2021 une régulation déjà donc sur les jeux vidéo non autorisés pour les mineurs, donc qui impose une durée d'utilisation stricte des jeux vidéo pour les moins de 18 ans. Aussi récemment, le 22 décembre 2023, il y a eu un nouveau projet de régulation donc de la NPPA, donc qui est le gouvernement chinois, et donc qui souhaite interdire les récompenses de connexion quotidienne sur les jeux de Tencent et des plafonds de recharge, donc des limitations de dépenses, et donc qui pourrait remettre en cause le business model donc, du groupe qui se base sur l'incitation et la fidélisation des clients. Mais ce qui est assez marrant, c'est que le jour d'après, le gouvernement a étendu donc, la liste des jeux autorisés en Chine, avec donc 105 nouveaux jeux disponibles en Chine, et la majorité de jeux, donc c'était des jeux Tencent et aussi NetEase. Et donc on a énormément d'incertitudes sur cette action, et c'est ce qui permet aussi d'avoir peut-être des opportunités aussi incroyables. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'action Tencent? Et bravo à ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Vous trouverez donc dans la description de la vidéo les ressources que j'ai utilisées ainsi que ma présentation. C'était Tristan et à bientôt pour une prochaine vidéo.